Une production Binge Audio, évidemment. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à dire non ? Pourquoi j'ai pas réussi à lui dire non ? Et du coup, ça veut dire que je vais demander. À chaque fois que je veux qu'on fasse l'amour, je vais lui demander. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à dire non ? Mais est-ce que j'ai été assez claire quand je lui ai dit que je voulais pas ? C'est peut-être moi. J'étais fatiguée. Peut-être que j'ai pas vraiment fait comprendre. Comment je peux lui faire comprendre que quand c'est non, c'est non ? T'en avais vraiment pas envie. Un non, c'est... j'ai pas envie. Au fond, qu'est-ce que ça dit de mon couple, quoi, si je refuse ? Qu'est-ce que ça veut dire si je dis non ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Pour mon couple ? Ouais, c'est sûr que c'est compliqué tout ça. Mais bon, toi, en tant que lesbienne, t'as pas toutes ces questions à te poser, donc ça va. Si. Pourquoi, quand, comment donner, demander et recevoir le consentement, ces questions, ça me paraît évident, elles concernent absolument tout le monde. Alors pourquoi est-ce qu'on pense toujours à un duo homme-femme quand on parle de consentement ? Pourquoi est-ce que penser comme ça empêche d'ouvrir des perspectives pour un consentement plus libre ? Lorsque le désir n'est pas là, comment dire, prononcer son refus ? Et pour l'autre, comment recevoir ce non ? J'ai trouvé des réponses, parfois très concrètes, comme vous allez l'entendre à la fin de cet épisode, dans le livre « Troubles dans le consentement, ouvrir la boîte noire des relations sexuelles », une enquête sociologique menée par Alexia Boucherie, publiée en 2019. Elle poursuit son travail dans une thèse, en cours, sur le consentement chez les 18-25 ans. Et notre discussion a commencé par un constat. Le consentement sexuel n'a pas de définition précise. Au contraire, il est défini en miroir. Le consentement, c'est l'inverse du viol, en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas viol, il y a consentement, ou il y a on sait pas trop quoi, mais en tout cas, ouais, il y a ce truc-là de c'est soit du consentement, soit du viol, et le consentement se détermine en enlevant les codes du viol, quoi. Pénalement, ça se définit pas vraiment. C'est sous-entendu, s'il n'y a pas de contrainte, de menace, de force ou de surprise, a priori, il y a du consentement. Mais on n'a vraiment pas de définition claire dans la loi. Après, si là, on s'intéresse pour le coup au code civil, là, il y a une définition de ce qu'est consentir à un achat, par exemple, ou ce genre de choses. Donc là, c'est accepter une proposition en étant tout à fait conscient de ce qu'on va acheter, par exemple, de ce qu'on va acquérir, et surtout qu'il n'y ait pas de vice de procédure, qu'il n'y ait pas de choses cachées, etc. Donc, consentir, a priori, ce serait accepter quelque chose dont on connaît, a priori, tout ce qui va se dérouler dans la chose que l'on va accepter. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que forcément, le consentement en pratique, il est noyé dans des normes, dans des relations interhumaines, en fait. On demande de consentir à quelque chose dont, a priori, notamment par exemple pour les premières fois, entre guillemets, on ne sait pas forcément ce qui va nous arriver. On en a peut-être une petite idée via des images, des récits, des expériences de personnes qui ont déjà eu cette relation. Mais effectivement, on nous demande de consentir à une relation sexuelle. Et on ne sait pas de quoi elle va être composée, sauf par exemple dans les cas de BDSM, où là, généralement, il y a quand même une explicitation des termes, de ce qui va se passer dans la relation sexuelle. Mais dans la sexualité dite majoritaire, il n'y a pas ce truc-là. C'est donc forcément plus compliqué que ça. Derrière un oui franc et un non catégorique, il y a plein de situations qui sont regroupées dans ce qu'on appelle parfois la zone grise. Il y a plusieurs définitions de la zone grise. Il y en a qui vont considérer que justement la zone grise n'existe pas et que ça serait un terme qui favorise la culture du viol parce que le consentement, c'est soit oui, soit non, et il n'y a pas d'entre-deux. Moi, dans mes recherches, je l'ai considéré comme étant justement des relations qu'on a acceptées, donc qui a priori sont consenties, mais qu'on ne désirait pas. Et on se rend compte, en tout cas, je me suis rendu compte que vraiment, il y a, dans toutes les personnes que j'ai interrogées, il y a au moins un acte de zone grise, que ça soit chez les hommes, chez les femmes, chez les personnes non hétérosexuelles. Cet acte de zone grise, c'est par exemple accepter une relation sexuelle alors qu'on n'a pas de désir sexuel. Parce qu'on part du principe que consentir, c'est désirer, mais on peut consentir pour d'autres raisons que son propre désir. J'ai envie de faire plaisir à mon ou ma partenaire, parce que la personne allait chez moi, c'est trop tard pour dire non, parce que j'ai peur de le ou la vexer, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait et qu'il faut bien y passer un moment parce qu'on est un couple quand même, etc., etc. En parlant de couple, justement, on a tendance à penser
à tort, que toutes les relations sexuelles au sein d'un couple sont consenties. Je pense que ça découle, pour le coup, de l'ordre hétéronormé, de l'ordre patriarcal, dans le sens où jusqu'en... alors je ne sais plus la date exacte à laquelle le devoir conjugal a été supprimé de la loi, mais c'est assez récent. Il me semble que c'est 92, mais je ne suis vraiment pas sûre. Donc, mais en tout cas, il y a quand même cette longue tradition qui fait que quand on est en relation, quand on est surtout en mariage, il y a le lot, en fait. Il y a le lot de le sexe entre les époux et épouses qui est obligatoire. Voire qui pouvait être un moment dans... Et je me demande si ça l'est pas encore, dans les divorces, on pouvait faire valoir le fait que la personne n'avait pas rempli son devoir conjugal pour gagner un peu plus le divorce, quoi. Les jeunes que j'enquête, donc c'est les 18-25, et je m'étais dit que justement dans cette génération-là, on devrait voir beaucoup plus de relativité dans ces obligations de couple. Et en fait, on voit que ça perdure, quoi. Il y a encore, c'est peut-être moins présent, moins systématique, mais les personnes en tout cas qui vont s'échapper un peu de cet ordre-là, on sent qu'il y a quand même une certaine culpabilité et c'est pas tout à fait assumé non plus de dire bah non, moi si je veux pas, je le fais pas, quoi. Il y a quand même des moments où la personne va le faire même si elle en a pas envie. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, il y a des normes de sexualité quantitatives et qualitatives, c'est-à-dire qu'il faut que le rapport soit assez fréquent pour justement pour entretenir l'idée que si il y a du sexe fréquemment dans une relation, c'est que la relation va bien, c'est que l'amour est partagé, c'est que le désir est là. Et il faut que ça soit quand même qualitatif parce que si les personnes prennent pas de plaisir, ça va poser problème au bout d'un moment. Et c'est toute la médicalisation de la sexualité, de résoudre la frigidité, entre guillemets, les problèmes, entre guillemets, d'érection, etc. Enfin, il y a vraiment ce truc de performance, en fait, dans la sexualité. Et puis le consentement, c'est comme le plaisir, ça peut se simuler. On peut très bien performer le consentement, c'est-à-dire on peut très bien répondre à des gestes, on peut très bien jouer la réciprocité, tout en n'ayant pas de désir pour la personne, mais pour toutes les autres raisons pour lesquelles on peut faire du sexe. Du coup, on va se mettre aussi à jouer cette réciprocité, à se jouer peut-être de manière un peu moins enthousiaste qu'on le ferait si on avait vraiment du désir. Mais en tout cas, on va pas dire non, par exemple. Et on va, oui, c'est ça, rentrer dans ces codes non-verbaux, on va rendre les embrassades, etc. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on en a envie ? Et c'est là, pour moi, la question du consentement, c'est pas tellement est-ce qu'on accepte ou pas, c'est est-ce qu'on en a envie ou pas, en fait. Donc le consentement, ça se voit, et après est-ce qu'on est OK avec le fait d'avoir un consentement qui ne sous-tend pas du désir ? Et est-ce qu'on s'arrange juste avec ça ? Ou est-ce que le but, c'est d'obtenir un consentement enthousiaste, pour le coup, ou avec du désir ? Pour s'assurer du consentement de quelqu'un, on ne peut pas se contenter de ce qu'on voit, ce qu'on devine ou ce que l'on ressent. Pourtant, c'est ce qu'on pense collectivement, parce qu'on n'apprend pas clairement ce que c'est consentir. Il y a des séances d'éducation à la sexualité qui ont été mises en place depuis 2003, qui sont pas vraiment appliquées, mais dans l'idée, voilà, c'était éduquer à la sexualité, donc dans les collégiens et lycéens. Et dedans, on y parle des fois de consentement, du coup, et on va surtout parler du fait que les garçons ne doivent pas forcer, et les femmes, les filles, doivent savoir dire non et savoir cultiver leur propre plaisir, etc. Donc, je pense qu'il y a de ça, ce côté... La sexualité doit être non violente, non forcée. Par contre, on peut insister un peu. Ça c'est pas dit, mais voilà, il y a quand même cette norme de la drague qui est faite un peu en insistant, toute cette idée de conquête, pour notamment de la part des hommes. Donc voilà. Donc j'ai pas encore trouvé réellement comment ça s'apprend. Tout ce qui va être contenu médiatique, donc tout ce qui va être presse, tout ce qui va être contenu culturel, des musiques. Voilà, tout ce qui va être scénario inventé, mais c'est quand même, c'est pas inventé, ça parle quand même de la société dans laquelle on vit. Les fictions vont mettre en scène les normes de la vie quotidienne et sur la sexualité et surtout sur le consentement, il n'y a pas grand-chose qui est très alternatif ou très novateur là-dessus. Il y avait la série Sex Education qui montre un peu plus le consentement verbal, mais
c'est une série parmi tout le reste qui, pour le coup, est encore hétéronormé, quoi. Ben, ça va être ce script un peu sur comment on propose, comment on accepte, comment on initie une relation sexuelle, en fait. Et généralement, le script majoritaire qu'on voit dans les films, qu'on voit dans toutes sortes de fictions, ça va être le regard intense. La pièce aussi, par exemple, si c'est dans une chambre, on va plus comprendre qu'il va peut-être se passer quelque chose, donc les personnes se regardent. Généralement, donc c'est un homme et une femme. Ils s'embrassent, ou ils se caressent la main, ils s'embrassent, et puis la scène d'après, on les voit dans un lit, l'homme sur la femme, ou le lendemain matin, tout est bourriffé. Donc on sait qu'il y a eu de la sexualité, quoi. Et cette éducation, elle est hétéronormée, parce qu'elle n'imagine que des couples femmes-hommes, et que si elle apprend aux filles à savoir dire non, c'est parce qu'elle part du principe que les garçons, eux, veulent toujours dire oui. C'est l'adage, l'homme propose, la femme dispose. Les garçons, il faut respecter l'autre. Les filles, il faut se respecter soi et se faire respecter. Il y a quand même là aussi une dichotomie, en fait, entre ce qui s'apprend aux garçons et ce qui s'apprend aux filles. On n'apprend pas la même chose. Les garçons, du coup, ont peut-être moins l'occasion de se poser la question de leur propre consentement. Il y a quand même ce stéréotype des garçons qui ont toujours envie, qui auront forcément envie de sexe, qui perdure. Et oui, c'est un peu l'idée que eux, ils vont être sexuels et qu'il faut qu'ils qu'ils régulent leur sexualité. Et ce qui change, c'est que c'est plus aux filles de réguler la sexualité des hommes, c'est à eux-mêmes maintenant de se réguler seuls. Et les filles vont être plus axées sur être basées sur leurs envies, sur développer leur propre plaisir. Il y a tous ces mouvements autour justement du clitoris, très cis-centrés pour le coup, mais qui vont glorifier un peu le plaisir féminin, entre guillemets. Mais il reste encore une différenciation entre les garçons et les filles. Cet apprentissage de la sexualité, il est le même qu'on soit hétéro ou pas hétéro. Moi, dans mon enquête, j'avais émis l'hypothèse que les personnes non hétéros auraient plus de relations sexuelles justement motivées par du désir, et il y aurait moins, ou même il n'y aurait pas ces histoires de rapports de pouvoir ou de justement de se forcer, ou en tout cas de se contraindre à de la sexualité pour faire plaisir à l'autre ou quoi, ce qu'on peut retrouver dans les relations hétérosexuelles. Et en fait, je me suis aperçue que malgré tout, même dans des relations lesbiennes par exemple, où pour le coup, il n'y a pas d'hommes cisgenres, donc a priori pas, en tout cas on enlève une dimension de rapport de pouvoir. Et pour autant, j'ai retrouvé les mêmes justifications de j'en avais pas envie, mais par exemple c'était pour lui faire plaisir, ou vraiment ça c'est quelque chose qui est vraiment commun, c'est cette idée que si il n'y a pas de sexe, c'est que mon couple va mal. Du coup, on en vient à la conclusion que le consentement est appris de manière hétéronormée. Donc, on va apprendre ce modèle-là, en fait. On va apprendre ce modèle hétéronormé parce que la sexualité est basée sur le modèle hétérosexuel. Et comme les sexualités non hétéros ne sont pas forcément visibles, ne sont pas apprises, du coup, qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste le modèle hétérosexuel qu'on va reproduire dans le fait de faire du consentement, en fait. Hétéro ou pas, on grandit avec la même idée de ce que c'est que le consentement. Et dans la pratique aussi, on reproduit ce jeu de rôle. Un duo avec une personne active et une autre passive, une qui propose et l'autre sur laquelle repose la charge de dire oui ou non. Le concept d'hétéronormativité, c'est là où il est très utile parce que ça permet justement de déplacer les normes hétérosexuelles à des personnes qui ne sont pas forcément hétérosexuelles. Et c'est là où on va garder justement les normes actives-passives. Et cette dualité-là où normalement c'est l'homme qui doit être actif, qui doit être dans l'initiation à la relation sexuelle, et la femme qui est passive, qui doit recevoir et après dire oui ou non. On pourrait dire, dans un couple lesbien, du coup, la personne masculine va, du coup, être dans ce rôle masculin, alors que pas du tout. Mais par contre, on va retrouver cette histoire de actif-passif et qu'il doit y avoir une personne dans la relation qui va être plus à l'initiative et l'autre qui va être plus dans ce schéma-là de recevoir ou de s'arranger avec les envies de l'autre, quoi. C'est vraiment... Il y a rarement une égalité dans les envies et une égalité dans le consentement, en fait. Le consentement, en tout cas, est envisagé vraiment selon ce mode-là, quoi. Ce mode-là où une personne doit prendre l'initiative et après, ça se joue. C'est vraiment une partition qui se joue, quoi. On va reproduire ces gestes-là, on va reproduire les codes du consentement, quoi. Non, mais si tu me dis qu'il y a des problèmes de consentement dans des couples pas hétéros, du coup... c'est pas l'hétérosexualité le problème.
Et si c'est l'hétérosexualité parce que c'est celle-là qui nous inonde, en fait. Enfin, qui nous inonde. C'est celle-là qu'on voit partout. Et c'est ces codes-là qui sont disponibles. Du coup, voilà, si on part de l'hétérosexualité, non pas comme pratique, mais comme véritablement système politique qui va hiérarchiser les gens en fonction de leur genre, la sexualité a été adaptée à ce modèle-là, qui est de refléter l'actif-passif. Et c'est le modèle qu'on a peut-être uniquement, ou en tout cas massivement, qu'on a représenté. Donc, dans la sexualité, c'est normal que ces modèles-là reviennent et nous soient et qu'on les rejoue en fait dans nos sexualités non hétérosexuelles. Et c'est aussi pour ça qu'on parle toujours de personnes hétérosexuelles quand on parle de consentement aujourd'hui. Je pense que potentiellement c'est un impensé en fait. C'est un impensé soit parce qu'on va se dire que du coup il n'y a pas de problème de violence s'il n'y a pas de dualité homme-femme, soit tout simplement parce que les personnes qui s'occupent de ces questions-là ne s'occupent pas du tout des sexualités minoritaires. Soit c'est parce qu'on estime que les non-hétéros ne font pas de sexe, en particulier les lesbiennes. Après, c'est aussi parce que le consentement est vraiment la plupart du temps associé aux violences sexuelles, que les violences sexuelles, pareil, ont été pensées dans un système hétéronormé. C'est-à-dire que on a vraiment théorisé les violences sexuelles et les violences de genre justement par rapport au rapport de pouvoir qui peut exister entre les hommes et les femmes. Non mais en tant que personne LGBT, on est des personnes minorisées dans la société, donc on sait ce que c'est que la violence. Et puis on est plus vigilant et sensibilisé à ces questions d'agression sexuelle, par exemple. Non, enfin c'est pas parce que justement on va être conscient des dominations ou de ce qu'on vit en commun que justement on va ne pas agresser. Enfin, ça existe, les agressions, notamment dans les milieux festifs, enfin, avec la consommation d'alcool, etc. Je connais pas mal de personnes dans la communauté LGBTQ qui se sont fait... peut-être qu'on aura plus tendance à s'arrêter à un premier non et peut-être pas forcément insister, mais on rejoue quand même ce truc de pas forcément demander le consentement à chaque fois ou de se laisser aller justement à moins de vigilance, à moins se préoccuper du consentement de l'autre, quoi, parce que c'est sûr, c'est beaucoup plus compliqué dès lors qu'on commence à demander à la personne si elle en a vraiment envie. C'est beaucoup plus simple de se dire bon, elle a dit oui ou a priori elle dit pas non, on y va, quoi. Il y a les mêmes stratégies, des fois, les mêmes stratégies de forçage, quoi. De forçage. D'insister, d'être lourd, d'être... Oui, ça, on les retrouve, en fait. Considérer que les rôles qu'on joue dans le consentement sont hétérocentrés, ça permet deux choses. On peut intégrer les personnes non hétéros dans le schéma et dans la réflexion, et c'est toujours une bonne chose, merci. Et surtout, on peut imaginer d'autres manières de donner et recevoir le consentement de l'autre, en dehors de ces rôles de genre. Parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, le consentement, c'est vraiment ne pas contraindre. Ne pas contraindre et écouter ses envies. Pourquoi c'est pas suffisant ? C'est que c'est pas une question juste personnelle. C'est pas une question, on n'est pas dans une société où tout est égalitaire, où tout est et où justement on pourrait être libre de nos choix et de ce qu'on veut être et de ce qu'on veut faire. On est dans une société qui a des codes, qui a des hiérarchies, et donc juste se baser sur nos propres actes, c'est compliqué. Enfin, nos propres actes et nos propres envies, c'est compliqué de juste agir selon ça. Oui, de le faire individuellement, ça c'est sûr que c'est quand même bien. Mais après, il faudrait vraiment qu'il y ait un changement plus haut, quoi, aussi. Il faudrait prendre en compte des manières alternatives véritablement de voir le consentement et de médiatiser ces alternatives-là. C'est-à-dire justement ne plus laisser des personnes dire que si on contractualise tout, du coup la sexualité, il y aura plus de désir, il y aura plus d'excitation, enfin toutes ces personnes qui justement pensent que le consentement doit être non-verbal, le consentement doit être un peu intuitif, mais aussi qu'on doit un peu refuser pour se faire désirer, enfin cette idée-là de cette séduction à la française, enfin rien qu'il y ait des personnes qui se sentent et qui pensent ces choses-là, cette séduction à la française, et les personnes sont, enfin il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Du coup, on peut difficilement envisager la sexualité autrement que sur ce modèle-là, oui, de la proie, en fait.
On entend souvent l'expression de consentement libre et éclairé. Qu'est-ce que ça signifie en pratique ? Pareil, hypothétiquement, ça serait libre, donc ça serait accepter une proposition sans aucune contrainte, qu'elle soit explicite ou implicite, de par la relation qui unit les deux personnes, ou plus. Et éclairé, il faudrait que véritablement on soit au courant de toutes les étapes qui vont se passer à la relation sexuelle à laquelle on s'apprête à consentir, en fait. Ce qui, dans la réalité, est quand même pas souvent le cas. Mais du coup, moi, dans mes recherches, je propose le terme de consentement situé, et qui là serait véritablement la possibilité de prendre en compte tous ces rapports de pouvoir plus implicites, et aussi peut-être de prendre en compte le fait que on peut consentir sans désirer. C'est pas forcément grave. L'important, c'est peut-être juste d'en être conscient, en fait, d'être conscient que bon, là, il y a la plupart des personnes qui me racontent qu'elles ont eu un certain type d'expérience sexuelle non désirée mais acceptée parce que, par exemple, ça faisait plaisir à l'autre. Les personnes me l'ont décrite comme étant quelque chose qui n'était pas grave pour elles. J'en avais pas envie, mais bon, je voyais que ça lui faisait plaisir, et donc, du coup, ça me faisait plaisir de lui faire plaisir. Donc, pas dans toutes les situations. Si vraiment toutes les situations, c'est pour faire plaisir à l'autre, c'est embêtant. Mais pourquoi pas, oui, juste consentir sans désir, mais en étant conscient que, bon, là, on le fait comme une activité dont on n'aurait pas envie, mais qu'on la fait quand même, quoi. Un peu désacraliser ce côté de la sexualité. Cette idée de consentement situé, ça laisse aussi la possibilité aux personnes de se responsabiliser, c'est-à-dire voilà, d'être consciente de ce qu'elles représentent par rapport à l'autre, dans le sens justement de ces rapports de pouvoir, conscient et consciente que, par exemple, dans une relation hétérosexuelle, homme cis, femme cis, il y a des rapports de pouvoir qui sont en jeu. Et même si on est le plus adorable des mecs cis, on représente cette catégorie-là. Et du coup, ça peut orienter justement le choix soi-disant libre de la personne. Pareil pour, par exemple, voilà, si on est une personne dans une relation, une personne qui va avoir plus de richesse que l'autre, enfin une personne de classe sociale plus aisée que l'autre, pareil, il va y avoir une sorte de rapport de pouvoir sur la question d'argent, sur la question de statut, et voilà, être consciente de ça et des choses que ça peut éventuellement générer chez l'autre, en fait. Parce que même si on veut être le plus déconstruit, on interagit de manière différente avec les personnes minorisées, et du coup ça joue dans la sexualité, même si on l'aime, même si on n'aimerait pas que ça joue. Un rapport de pouvoir, c'est quoi ? C'est le fait qu'il y a une hiérarchie entre les hommes et les femmes, d'accord, mais aussi entre les classes sociales supérieures et populaires, un rapport d'âge, un rapport dans la morphologie des personnes, qui est grand ou grande, petit ou petite. Et on a beau se dire qu'on est à l'écoute de là où les personnes avec qui on couche, qu'on est réceptif ou réceptive à leur oui, à leur non, il y a toujours un contexte qui changera toujours la manière qu'on a de discuter, de donner notre consentement ou pas. Bon, et une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Justement, de verbaliser. De verbaliser, ou en tout cas, parce que de verbaliser, c'est pas forcément la solution, parce qu'il y a des personnes qui sont pas du tout à l'aise avec le fait de verbaliser, il y a des personnes qui ne verbalisent pas. L'essentiel, c'est d'instaurer un espace où toutes les personnes concernées par la relation sexuelle peuvent se sentir en sécurité de dire non ou de dire oui. Et je pense que le fait de dire oui aussi, c'est important. Et qu'il y ait cette idée-là que voilà, c'est pas parce que une interaction sexuelle a été entamée que il faut aller jusqu'au bout. C'est vraiment déconstruire toutes ces idées-là autour de la sexualité hétéronormée où il faut forcément une pénétration, il faut forcément un orgasme, déconstruire toutes ces idées reçues et mettre un peu moins de pression justement sur la performance sexuelle. Et sur le consentement en tant que tel, je pense que c'est ça, ouais, c'est vraiment savoir pourquoi on consent, en fait. Savoir pourquoi on fait du sexe. Et c'est compliqué. C'est ça, il y a aussi le fait de la réaction qu'on peut avoir face à un non, justement. C'est, ça peut être frustrant d'entendre un non, mais voilà, faire attention à ne pas le faire peser sur l'autre, à ne pas
générer quelque chose de l'ordre où l'autre personne va se sentir obligée la prochaine fois de proposer ou d'accepter une relation sexuelle parce que la dernière fois on aura râlé, on aura justement dit ah bah oui du coup tu m'aimes plus, voilà, soulever toutes les incertitudes qu'il peut y avoir dans la relation amoureuse et les faire peser sur la sexualité, c'est quelque chose qui peut être compliqué et qui justement peut être un degré de contrainte en fait, parce que ça joue sur toutes ces questions de la perte de l'autre, etc. Donc on peut vite faire le ratio entre ok, me forcer à avoir une relation sexuelle ou perdre l'autre personne. Voilà, je vais me forcer et est-ce que c'est ça qu'on a envie de faire dans nos sexualités? Bon, moi non, en tout cas. Et après avoir appris à dire non, il faut aussi, quelque part, apprendre à recevoir le non. Je pense que la manière de recevoir les refus, c'est aussi important à travailler du coup, et c'est quelque chose qu'on devrait peut-être un peu plus, sur lequel on devrait plus insister par rapport au fait de dire non. Il faudrait aussi apprendre à recevoir le non, et c'est ça, à pas en faire un drame en fait, à gérer sa frustration, si vraiment il y a une envie sexuelle qui est trop forte, demander si ça dérange, si on va se masturber seul. Parfois, en se masturbant, du coup, ça peut donner envie à l'autre qui aurait entendu des bruits ou quoi, et qui, du coup, aurait envie de se joindre finalement à la relation sexuelle. C'est ne pas en vouloir à l'autre, c'est justement lui dire, cette idée-là de remercier l'autre pour avoir osé nous dire non pas en faire quelque chose de sacré, mais au moins voilà, laisser entendre que la personne peut dire non, qu'il n'y aura pas de conséquences en fait, et qu'il n'y aura pas de conséquences sur la relation, qu'il n'y aura pas de conséquences sur la relation sexuelle, et que justement la personne a vraiment le choix de dire oui ou non, et que ça, dans tous les cas, ce sera ok quoi. Et que le oui, une fois que la personne a refusé, on peut s'attendre à ce que la prochaine fois que la personne dit oui, là pour le coup, on peut se dire que c'est véritablement quelque chose parce qu'elle en a envie, parce que la personne en a envie. Et peut-être, du coup, dire que là, c'est véritablement un consentement libre, éclairé, bof, mais libre en tout cas. Donc là, en fait, t'es en train de me dire que les personnes LGBT, elles ont une longueur d'avance sur nous. Comme si nous, on était à la traîne et on n'avait pas compris, quoi. Il y avait un enquêté, pour le coup, qui était un homme cis gay, et qui m'avait dit, et cette phrase m'a marquée, il m'avait dit « Mais en fait, moi, en tant qu'homme gay, j'ai appris la sexualité comme étant une sexualité qui peut quasiment toujours se refuser. On allait pouvoir me dire non, parce que j'étais différent, parce que j'étais pas dans la norme de cette sexualité hétéro, où on va supposer qu'un homme et une femme, forcément, ils vont être attirés, ils vont forcément être ensemble. Et du coup, je pense que, justement, en grandissant, en évoluant dans des sexualités qu'on pense déviantes, enfin que la société pense déviantes, forcément, on a plus de réflexion sur comment on peut faire, comment on peut construire nos propres sexualités, dans le sens où on nous dit nos sexualités sont invisibles ou invisibilisées. Donc, il faut forcément un moment qu'on réfléchisse à ce qu'on veut construire. Et généralement, quand même, les personnes qui m'ont parlé de formes alternatives de consentement, c'était des personnes LGBT, mais c'était surtout des personnes féministes LGBT. Et du coup, il y a, en plus du fait d'être LGBT, il y a ce côté refuser les rapports de pouvoir et véritablement avoir une réflexion aussi sur la construction inégalitaire de la société. Et je pense que du coup, quand on allie ces deux choses, le fait de ne pas pratiquer la sexualité majoritaire et en plus d'avoir un regard critique et aiguisé sur cette sexualité majoritaire, on ne peut que avoir envie de s'en extraire, quoi, avoir envie de construire des modèles qui seraient beaucoup plus sains, si je puis dire, ou en tout cas moins empreints de rapports de pouvoir, quoi. Et que aussi, il faut un moment qu'on soit cohérent avec nos discours militants et nos pratiques. Et du coup, quand on milite pour de l'égalité entre les personnes, on peut pas reproduire des mêmes inégalités qu'on voit dans nos sexualités. Donc c'est pour ça que les personnes que j'ai rencontrées
souhaitent des manières autres de pratiquer le consentement et des manières autres de pratiquer la sexualité. D'autres manières de vivre sa sexualité, c'est réfléchir à son propre consentement et celui de ses partenaires, mais aussi aux relations qu'on entretient avec l'autre ou les autres et à nos pratiques sexuelles. D'ailleurs, les pratiques sexuelles, c'est le sujet du prochain épisode de Camille, où on va réfléchir à comment dépasser le schéma hétéro quand on fait du sexe. Et d'ici là, si vous voulez nous écrire à camille@binge.audio pour partager vos impressions, vos témoignages, vos réflexions sur le consentement, c'est un grand oui. Cet épisode a été réalisé par Solène Moulin et produit par Diane Jean.